Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le tas des shows. Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même en confinement, même avec des conditions parfois audacieuses pour un enregistrement de podcast. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et pourtant, ce coup-ci, on va se faire opération carte blanche avec à mes côtés les deux chroniqueurs confinés les plus joasses, à savoir Perrine Kenson. Hello, salut les Confinax. Et Max Besnard. Alors, vu que tu nous as annoncé comme étant heureux, joyeux, je suis obligé de le dire avec le sourire. Hein. Salut tout le monde. Ah, c'est... Avec vibe. C'est ça. C'est ça. Alors, en quoi ça consiste aujourd'hui ? Parce que d'habitude, on parle que des comédies françaises. Je sais que vous écoutez pour qu'on démonte les Christian Clavier, pour que moi, j'essaye de trouver des circonstances atténuantes au dernier Franck Dubosc. Je sais que c'est ça voilà, c'est ça le cœur de MDR, pour qu'on descende les qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais vous savez, on aime aussi des comédies qui viennent pas forcément de France, et on s'est dit on va faire opération carte blanche. C'est-à-dire je vais laisser le choix à mes deux chroniqueurs de parler de ce qu'ils veulent. Qui veut se lancer et me faire la surprise ? Ah, je te laisse le floor, Max. Ok, mais alors... C'est pas une battle, hein, je vous rappelle. C'est ça. c'est pas Eminem. Hein, là. Ok, d'accord. Challenge accepted. Le rough de l'humour, à savoir Max rentre sur scène. Le rough de l'humour, je sais pas comment je dois le prendre. Oh mon dieu, le rough de l'humour, mais c'est juste non. Putain. On va pas partir sur les digressions, mais j'ai déjà vu rough sur scène et c'était pas si mal. Et bah trop tard, on est dans la digression. Ok. On n'a pas commencé, je suis déjà défoncé. Alors écoute, puisqu'on parle de digression, voilà, moi je voulais aborder un acteur qui est plutôt un second couteau, un acteur qui est habitué au second rôle et pas forcément à être vraiment en haut de l'affiche, un acteur comique dont je trouve le génie devant la caméra assez monstrueux, et je crois qu'il n'a pas du tout la reconnaissance et la stature qu'il devrait avoir, en tout cas pas en France. J'ai pas l'impression, à chaque fois que je name drop son nom, t'as vu comme je fais durer le suspense, je blablate et je lâche toujours pas le nom du gars, quoi. Et voilà, à chaque fois que je lâche le nom, donc en l'occurrence de John C. Reilly, j'ai eu peur. Tu pensais à qui, par exemple? Tu pensais que j'allais parler de qui? Boris Johnson, je sais pas. Ah bah les grands humoristes de notre siècle. Arnold Schwarzenegger, non. Ah bah non, c'est pas. Alors, puisqu'on fait les digressions, je vous lâche un truc. Une de mes vidéos préférées de tous les temps, c'est Arnold Schwarzenegger qui fait le commentaire audio. C'était Total Recall, je crois. Et ce qui est génial avec Arnold Schwarzenegger, c'est quand il voit ses propres films, il fait pas le commentaire, en fait, il vous raconte ce qui est en train de se passer. And now, I remember this lady. It was so funny. Et c'est 2 heures de Schwarzenegger qui commente ses propres actions. Et genre, il y a aucune plus-value, tu vois. Ça pourrait être sur Twitch, mais voilà, c'est Schwarzenegger. Cela dit, on pourra en parler du génie comique de Schwarzenegger, mais... Ouais, je suis d'accord. Puisqu'on est dans la digression, j'en profite pour caler une petite vidéo qui me fait beaucoup rire, qui est disponible sur YouTube, qui est une interview de Bill Hader, acteur et ancien cast du SNL aux États-Unis, qui utilise la technique du deepfake pour remplacer son visage par celui de Schwarzenegger, et il fait une imitation de Schwarzenegger qui est absolument monstrueuse. Donc voilà, il suffit de taper Bill Hader Schwarzenegger dans YouTube. Je reviens à John C. Reilly. Donc John C. Reilly, acteur qui a commencé, alors je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il a dû commencer au début des années 90 au cinéma. C'est un mec de ses premiers films, c'était Days of Thunder avec Tony Scott. Exact. Mais alors, c'est marrant que tu cites Tony Scott. En fait, John C. Reilly, c'est un mec qui a joué avec à peu près tout le monde, en tout cas pour à peu près tout le monde. Quand tu regardes son CV, c'est quand même assez hallucinant. Il a joué chez Malik, il a joué chez De Palma. D'ailleurs, oui, il a commencé chez De Palma, si je dis pas de bêtises. Il a joué dans Magnolia, il a joué dans plein de trucs complètement maboules, en fait. Et c'est un gars dont la tête, et j'allais dire, c'est pas bien de juger sur le physique, mais c'est lui qui le dit, il trouve qu'il a un physique assez quelconque. Et c'est vrai que c'est le gars que tu remarques pas forcément, dont tu te rappelles pas forcément du visage.
Et pourtant, il a quelque chose d'assez magnétique, je trouve. C'est un mec qui non seulement sait jouer très très bien les drames, c'est quelqu'un qui a vraiment, je trouve, un pouvoir devant la caméra assez fascinant. Il a notamment joué dans Gangs of New York, voilà, donc vraiment un super CV. Et au milieu des années 2000, il rencontre sur une aire d'autoroute, paraît-il. Alors les circonstances sont un peu floues, mais ça a toujours été présenté comme ça. Quand il en parle, il rencontre Will Ferrell sur une autoroute par l'intermédiaire d'une amie. Et la légende s'arrête là. J'ai pas le reste de l'histoire, en fait. Ça arrive, hein. Honnêtement, vu comment c'est raconté... Ils allaient tous à une partie fine, hein, quand même. Sur une aire d'autoroute. Ils étaient tous à un sortie mariage. 47. Tu sais pas, ils ont tous croisé un mariage sur l'autoroute du mariage, hop, et puis c'est bon, voilà. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en plus, cette anecdote, ils l'ont lâchée seulement très très récemment pendant la promo de Holmes et Watson, qui était le dernier film dans lequel ils ont joué ensemble. Et donc, qui d'ailleurs, pas très très bien, et peut-être qu'on en reparlera après. Et, c'était leur dernier coup à jouer pour parler de Holmes et Watson. C'était un peu le all-in, quoi. Et ça a pas suffi, malheureusement. Et donc John C. Reilly rencontre Will Ferrell, et à partir de là, une collaboration sur deux grands films, à mon sens. Un troisième, peut-être, bon, c'est juste un caméo, mais voilà. Donc deux grands films qui sont en l'occurrence Talladega Nights, Ricky Bobby. Ricky Bobby, voilà. Roi du circuit. Ricky Bobby, Roi du circuit. Voilà. Ricky Bobby, Roi du circuit, qui est, à mon sens, l'une des comédies US les plus drôles qui ait jamais été tournée. Est-ce que déjà vous l'avez vu, ce film? Toi, forcément, tu dis oh my god, Perrine. Ah bah non, j'adore. Ricky Bobby, je trouve ça extraordinaire. Ok. En quelques mots déjà, pour situer, donc Ricky Bobby, c'est un film de Adam McKay qui a été co-scénarisé par Will Ferrell. Et ils ont vendu le projet, donc à l'époque où Will Ferrell commençait à avoir une carrière vraiment qui montait en flèche. Il sortait du SNL, il avait vraiment l'aura de c'est le nouveau comédien, le nouveau mec marrant qu'il faut absolument avoir. Il se pointe chez Sony Pictures avec Adam McKay, et ils vendent littéralement le film et le pitch pour sortir un budget en disant voilà, c'est Will Ferrell qui va conduire une voiture de NASCAR. Et ça s'est arrêté là, en fait, là, c'était une phrase, quoi. Ce qui est absolument absurde. Et ça a fonctionné, donc une comédie dans l'univers du NASCAR, ça fait pas du tout rêver raconter comme ça, je pense. Moi, j'aime pas du tout. Je suis pas branché vitesse. J'aime pas spécialement les films avec des voitures qui vont vite. C'est pas vraiment. Non, mais c'est là où c'est bien, c'est que truc. quand on a rien à foutre de l'univers qui est en cours de route, en fait, c'est là où tu viens de faire surprendre, parce que tu n'attends rien, et donc forcément tout le reste va être de la découverte et du positif, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Ouais, exactement. Donc ça présente pas forcément le NASCAR sous son jour le plus glorieux, parce que ça reste quand même une comédie. C'est assez grinçant. C'est on va dire, c'est un gros pastiche de ce que peut être le monde du NASCAR avec toutes ses absurdités. Et c'est un film qui est complètement fou, en fait. C'est un film déjà dans lequel il y a un casting de Maboule. Le grand méchant est joué par Sacha Baron Cohen, qui est censé interpréter un pilote français de Formule 1 qui arrive aux États-Unis avec un accent pas possible, et on aime Sacha Baron Cohen. Et on adore Sacha Baron Cohen. Et évidemment, ça joue sur absolument tous les clichés possibles et imaginables de la France. Le mec est en train il s'appelle Perrier, il boit du café, il boit des cafés bien serrés quand il est en train de conduire sa voiture sur les circuits. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et ce film m'a particulièrement marqué parce que il pousse vraiment très très loin, je trouve, une facette que j'adore du duo John C. Reilly et Will Ferrell, qui est l'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes dont tu sens qu'elles n'étaient pas écrites, qu'elles étaient hyper spontanées. Et d'ailleurs, il s'avère que quand tu regardes, pour le coup, moi j'ai pas mal creusé la question, mais quand tu regardes les chutes qui n'ont pas été utilisées, quand tu regardes voilà, le making-of, tu t'aperçois qu'il y a 1 milliard de scènes dans lesquelles il y avait quasiment aucun dialogue écrit, et tout était fait vraiment sur le moment, à l'improvisation. Et c'est ça qui est assez hallucinant avec ce duo, donc Will Ferrell et John C. Reilly, c'est qu'ils ont cette alchimie qui est assez rare, je trouve, au cinéma, et qui est toujours, on va dire, un petit peu casse-gueule, forcément, parce que... c'est deux comiques qui se rencontrent aussi. Enfin, il y a ça. Cette idée de deux comiques qui se rencontrent. Il y a vraiment l'idée de l'Auguste et du Pierrot. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment la force de leur duo comique, en fait. Et c'est exactement ça, et c'est surtout que Will Ferrell, je pense qu'il a très rapidement compris le génie comique qu'il y avait chez John C. Reilly, et plutôt que de se mettre lui en haut de l'affiche, il a vraiment considéré qu'ils étaient vraiment d'égal à égal, et il a toujours
fait en sorte qu'ils puissent avoir la même importance dans les scénarios et dans les rôles. Et littéralement, dans Ricky Bobby, et ensuite donc le second film qu'ils ont fait ensemble 2 ans plus tard, qui est Step Brothers, c'est littéralement les 2 acteurs que tu vois en permanence à l'écran du début à la fin, en fait. Il y a vraiment un ping-pong permanent entre les deux et qui repose beaucoup sur cette faculté d'improvisation qu'ils ont tous les deux et cette alchimie. Alors, Ricky Bobby, vraiment, pour moi, c'est une mine d'or à punchline. Évidemment, je conseille de le voir en version originale parce qu'en français, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et donc 2 ans plus tard, Step Brothers, qui est la même équipe, les mêmes acteurs, le même duo devant la caméra. C'est quand même un peu différent parce que Step Brothers, c'est vraiment de l'humour dégénéré. Littéralement, ils jouent deux enfants prisonniers dans des corps d'adultes. Et il y a un côté ultra pathétique à ça. Et alors, je me fais pas l'avocat du diable parce que j'adore ce film. J'adore vraiment ce film. Mais par exemple, mon camarade de Super Ciné Battle, Stéphane Boulet, pour le nommer, déteste ce film. Pour lui, ça l'horripile. Il trouve ça horrible. Et je peux comprendre qu'il y a un truc de dégoût parce que c'est à la limite il pourrait être dans des couches et jouer des enfants, tu vois. C'est vraiment, j'allais dire, c'est régressif. C'est hyper régressif. C'est surtout, je trouve, ils ont tous les deux la capacité de vraiment de se mettre dans des rôles qui sont sur le papier, qui ne fonctionnent pas. Je veux dire, jouer 2 adolescents, en tout cas post-adolescents quand t'as 40 ans et que t'as une tronche pas possible. Il y a un truc qui fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que c'est deux gars qui habitent encore chez leurs parents et les parents, la maman d'un côté et le papa de l'autre, vont se mettre ensemble. Ils vont faire une famille recomposée avec ces 2 mecs de 40 balais qui doivent cohabiter ensemble et qui sont pas très finaux et tu sais jamais si c'est à la limite de est-ce que c'est juste 2 idiots, est-ce que c'est 2 mecs qui n'arrivent pas à partir de chez eux, est-ce que c'est des tanguis en puissance. Il y a quelque chose de... Je comprends qu'on puisse trouver ça gênant, c'est vraiment tout le temps sur le fil entre vraiment le malaise et même de la méchanceté, à mon sens, presque de la méchanceté, mais entre le malaise, la méchanceté et le génie absolu, le génie comique absolu. Et c'est encore une fois ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est l'alchimie qu'il y a dans le duo et surtout cette capacité à improviser. J'avoue que je me suis maté ce film à peu près, je pense, 20 ou 30 fois facilement, sans mentir. C'est vraiment ma comédie préférée, Step Brothers. Mais au-delà de ça, je me regarde très régulièrement les bloopers, ah mince, je suis désolé, ça fait vraiment Van Damme là. On va couper au montage parce que c'est la honte. Les scènes ratées, quoi. Enfin, voilà, les scènes qui ont été écartées au montage, les scènes qui n'ont pas été utilisées, et tu t'aperçois que sur une même scène, le bêtisier, il y avait un matériau de base qui était monstrueux parce que au montage, les gars avaient sans doute le choix entre 10 000 vannes différentes pour exactement la même scène. Et je trouve que les scènes qui n'ont pas été utilisées sont largement aussi drôles, voire parfois encore plus violentes et plus absurdes et plus poussées que les scènes qui ont été utilisées dans le cut. Donc voilà, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à décortiquer aussi ce qu'il y a en dehors de ces films. Ah, je suis assez d'accord. Enfin, moi je trouve que John C. Reilly, c'est vraiment la crème de la crème parce que j'aime beaucoup en plus chez lui, c'est une sorte d'humilité qui est extraordinaire parce que justement c'est quelqu'un qui sait qu'il est au service d'un autre comique régulièrement. Parce que il y a aucun film avec John C. Reilly en tant que comique principal, en fait, il y en a pas. Il y en a un. Il y en a pas. Non, il y en a un, Perrine. Il y en a un, Perrine. Il y en a un, c'est lequel? Il y en a un, c'est Walk Hard. Ouais, d'accord, Walk Hard. La balade de Dewey Cox. Non, en effet, mais le fait est que c'est pas très reconnu ou connu, et je trouve que l'humilité de cet homme, cette capacité à savoir comment il peut être un support comique pour un autre comique plus fort, je trouve que c'est pour moi c'est la valeur des grands artistes et c'est vraiment ce que je retrouve chez John C. Reilly que j'adore, vraiment que j'adore. Et justement, je voudrais revenir un instant sur Walk Hard. Donc, ça, c'est un film. D'ailleurs, il fait la voix de Ralph dans Wreck-It Ralph. Donc, oui, aussi, oui. C'est donc, vrai. le coup de se disparaître complètement dans un rôle, ça, il sait faire. Tu sais ce que j'aime, moi, puisque tu l'as mentionné dans Step Brothers, c'est au contraire, on parle de la méchanceté, mais au moment où la fin, il y a une vraie envolée, il y a un vrai moment. Et en plus une espèce de rédemption musicale, et je sais que ça doit toucher ton petit cœur. Bah évidemment. Et il y a ce moment où une vraie générosité, où ces 2 gars qui sont quand même prisonniers dans des corps d'adultes se disent ah putain, on peut aller au-delà, et je trouve que c'est un des finales les plus beaux d'une comédie que
que j'ai vu dans ces dernières années. En même temps, ça commence à dater, il doit avoir 12 ans. Il est de 2008. Voilà, 12 ans pile, quoi. Je fais partie des rares Français à l'avoir vu au cinéma, en salle. Et donc voilà, je voulais revenir sur Walk Hard, donc, qui est une sorte de pastiche de Walk the Line, donc l'histoire de Johnny Cash, le biopic sur Johnny Cash avec Joaquin Phoenix. Et effectivement, je crois que c'est la seule fois où John C. Reilly s'est retrouvé en tête d'affiche sur une production assez confortable. Et donc un film co-scénarisé par Judd Apatow et comment est-ce qu'il s'appelle, Jake Kasdan, qui a fait les reboots de Jumanji. Et qui est d'ailleurs réalisateur du film. Et c'est une histoire assez simple, hein, puisque donc c'est, comme je dis, une parodie de l'histoire de Johnny Cash qui avait été vue dans Walk the Line, mais qui vient aussi piocher un petit peu partout sur plein d'histoires réelles de la vie de grands artistes de rock, de country, etc. Et John C. Reilly, il est absolument monstrueux dans ce rôle-là, puisqu'il joue ce personnage de Dewey Cox, qui est donc un chanteur de country. Il le joue depuis sa plus petite enfance jusqu'à sa mort. Et donc, tu as un mec qui a littéralement 40 et quelques balais au moment du tournage, qui va jouer un enfant de 6 ans, un enfant de 12 ans, un ado, un jeune adulte, etc. Et c'est tout le temps lui, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de trucage, etc. Et dès le début, comment dire, le film ne cherche même pas à masquer ça, en fait. Il te dit juste, ah bah lui, c'est un enfant. Ok, il est joué par un adulte, mais c'est pas grave. T'as qu'à juste te dire que c'est un enfant et tu verras, ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne. C'est une comédie vraiment hilarante, qui malheureusement a fait un flop total au box-office, et qui, à mon avis, a définitivement scellé les possibilités pour John C. Reilly de se retrouver en tête d'affiche après ça. Mais c'est un film qu'il faut, je pense, voir si on kiffe ce genre d'humour. Voilà. Alors, Perrine, on a dit beaucoup de bien de John C. Reilly. Je pense que si John C. Reilly nous écoute, il sera beaucoup plus content que, mettons, Christian Clavier. Arrête, on dit des choses super sur Christian Clavier. On a dit des trucs sympas sur Christian Clavier. Ouais. Vous savez sur qui on a dit des trucs sympas ? Sur Didier Bourdon. Oui, c'est vrai. Et Didier Bourdon, il le mérite. Mais même Jean Reno, on a dit des trucs sympas sur Jean Reno. Hein. Je sais pas. Jean Reno, je crois qu'on a dit qu'il joue pas si mal, mais tu sais quoi, j'ai réécouté des vieux enregistrements où je parlais des Visiteurs 3 et je disais que c'était quand même un acteur un peu limité. Alors je sais pas s'il serait content. Peu importe. Quelle est la surprise que tu veux nous faire ? Quel est ton univers que tu veux nous faire partager ? Moi, l'univers vers lequel je vais vous emmener, c'est Robin Williams, en fait. Oh là là, j'adore. Tu sais que j'ai son DVD live à Wembley. Je suis hyper fan. Mais oui, mais I just wanna feel real love. Non, mais... On ne s'en lasse pas. Non, toujours efficace. Non, franchement, j'adore. Mais moi aussi, je suis fan d'Angel. Mais à part ça, c'est-à-dire que Robin Williams, c'est... Non, Robin Williams, pas Angel. Bah non, mais oui, mais j'étais sur ce que chantait alors là, c'est Daniel, l'inception de la blague. Il y a deux niveaux de blague, en fait. Il y a deux niveaux de blague. Non, c'est Angèle, la chanteuse. Oh putain, non, vous étiez pas du tout. Ok. My God, non, c'était pas. Angela. Ah bah attends, c'est MDR, hein. Il faut quand même qu'on fasse de l'humour à la française. C'est oui ou bien c'est non, quoi. Et surtout, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que vous êtes confinés, donc vous avez les circonstances atténuantes, quoi qu'il arrive. On peut ne pas être drôle de toute façon, c'est pas de notre faute, on est confiné. Quoi, et tu dis, je suis confiné, et hop, c'est bon. On parle de comédie, on n'est pas obligé d'être drôle nous, hein. On parle de gens qui sont drôles, c'est pas nous, en fait. Mais on n'est pas drôle, on n'est pas drôle. Alors tu sais quoi, soyons chiants, soyons relous. Allez. On t'écoute, Perrine. Robin Williams. Non, mais Robin Williams, parce que alors voilà, c'est un acteur qui est évidemment très très reconnu, très très identifié dans le cinéma contemporain, parce que malheureusement il est décédé, mais c'est un acteur qui moi me bouleverse profondément parce que c'est quelqu'un qui est à la fois c'est quelqu'un qui vient du stand-up à la base. Donc c'est quelqu'un qui a cette capacité de la scène, cette capacité d'improvisation totale et de savoir répondre à un public. Et ça, c'est ce qu'il a réussi à retranscrire, je trouve, en permanence au cinéma. En fait, pour moi, c'est l'acteur, à la fois c'est un clown triste, parce qu'il a ce côté... c'est quelqu'un qui est à fleur de peau, c'est quelqu'un qui, on sent malheureusement, a beaucoup de choses à gérer avec lui-même. Mais c'est aussi quelqu'un qui justement va se servir de cette comment dire, cette négativité, quoi. Non, pas négativité, mais en tout cas cette idée que de fragilité pour pouvoir faire rire, parce que faire rire chez lui, c'est pas une histoire de juste amuser la galerie, c'est l'histoire de survivre en fait.
Et moi, ces acteurs qui sont capables de faire rire, parce qu'en fait, c'est une nécessité vitale pour eux de faire rire, ça m'émeut profondément. C'est des gens comme, il y avait Lenny, je trouve plus son nom, Lenny, c'est horrible de dire ça. Alors j'ai un autre Lenny, mais c'est sûrement pas le même. Ah oui. Lenny Kravitz. Non, Lenny Riefenstahl, mais c'est pas le même. Oh mon Dieu, c'est horrible. Non, mais enfin, il y avait un grand comique, je vais retrouver son nom, mais là je l'ai plus en tête, mais un grand comique dont je connais le nom. Mais il avait cette capacité aussi, comme peut l'avoir peut-être quelqu'un comme Jim Carrey en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont toujours au bord, et c'est des gens qui vivent sur la limite tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à fleur de peau que leur discours comique, c'est juste un moyen de ne pas sombrer. Et c'est un peu comme Christian Clavier, en fait. Hein. Christian Clavier, peut-être. Non, il n'y a pas vraiment d'équivalent à un talent comme Robin Williams. Non, mais parce que Robin Williams, c'est-à-dire que vraiment, on a cette idée du stand-up, donc c'est quelqu'un qui sait improviser, c'est quelqu'un qui sait parler à une foule, qui sait s'adapter à la foule. Et surtout, pour moi, alors tu parlais tout à l'heure de John C. Reilly comme le parfait second couteau, le parfait copain que tu as sur scène. Ben pour moi, à l'inverse, je dirais que quelqu'un comme Robin Williams, c'est un peu le Michael Jordan de l'humour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui tu peux filer la balle en permanence, il va toujours faire un hit, ça va être toujours génial, il va toujours faire un dunk de ouf. Donc tu peux lui donner la balle dans un film, il sera toujours parfait, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait redistribuer à ses copains. Donc c'est ce que j'aime énormément chez lui, c'est que c'est un humour très communicatif, très distributif, et surtout, c'est un humour qui est empreint énormément d'humanité. Et c'est pour ça que c'est un acteur qui est très ambivalent. À la fois, il est capable de comédie, donc il va se servir énormément de ses capacités de stand-up quand il va faire Good Morning Vietnam, par exemple, où il a cette capacité de parole qui est proche du Tex Avery, pareil dans les mimiques de visage et les accents, qui est vraiment hilarante. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui moi, il me fait mourir de rire quand il est seul sur scène, d'une certaine façon. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va être capable d'aller totalement dans le drame quand il va faire peut-être le Cercle des Poètes Disparus ou quand il va faire Will Hunting. En fait, parce que c'est quelqu'un qui est tellement au bord de tout le temps, que moi j'aime, qui me fait vraiment, à la fois qui me touche beaucoup et qui me fait rire. J'avais dit dans des épisodes précédents que ce qui me faisait le plus rire, c'était les comiques qui étaient capables d'émotion. Et ben pour moi, Robin Williams, c'est l'essentiel de ça. C'est vraiment l'essence totale de ça. C'est quelqu'un qui, à la fois, est absolument hilarant parce que, il a cette capacité de drôlerie, d'improvisation, d'être là avec son public, de rebondir, mais tout en ayant des thèmes très choisis. C'est-à-dire qu'il est très contrôlé finalement, très structuré. C'est quelqu'un qui va parler de la drogue, de l'alcool, des relations entre les hommes et les femmes, la culture populaire, tout ça, c'est des trucs qu'il va vraiment maîtriser. Mais en même temps, il est capable de s'adapter à qui il a en face de lui, et par une mimique, il va réussir à nous sortir. Moi, je pense dans Mrs. Doubtfire, par exemple, c'est absolument génial. Il peut tout jouer. Pour moi, c'est vraiment le film qui montre la palette totale de ce personnage qu'est Robin Williams. Mais c'est quelqu'un qui, c'est un humour qui à la fois est un humour transgénérationnel, vraiment drôle, hein, pour le coup, vraiment très drôle, de l'ordre du clown en fait. C'est vraiment un clown, c'est vraiment l'Auguste, ce personnage avec le nez rouge mais le sourire triste. C'est le personnage qui va tout le temps tenter des choses, essayer des choses, mais que ça va échouer assez régulièrement, mais qui ne perd pas espoir et qui en même temps, par sa tristesse, est au bord de la tragédie, au bord du drame, au bord du gouffre. Et c'est ça qui lui permet aussi d'accéder à des rôles beaucoup plus difficiles, beaucoup plus tendancieux. Quand il va jouer Photo Obsession, etc., ça lui va aussi assez bien parce que c'est un personnage qui est vraiment toujours très très proche du gouffre. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, et c'est pour ça que finalement, quand ce mec-là, malheureusement, est décédé en 2014, si je dis pas 2015, pardon, 2015-2014, je ne sais plus. Quand il est décédé, pour moi, ça a été le drame de ma vie parce que en même temps, j'ai perdu la personne qui 2014, pardon, il est mort en 2014.
Mais quand il est mort, j'ai perdu la personne qui me faisait le plus rire et qui me réconfortait dans les moments difficiles. Mais j'ai aussi perdu la personne qui me faisait comprendre que même si c'était difficile, on pouvait continuer. Et j'aime cet humour que distribue un mec comme Robin Williams, un humour qui est purement humain, qui est purement même presque humanitaire en fait, parce que ça fait du bien, ça rassure, ça réconforte, et ça nous fait dire que la situation dans laquelle on est, elle n'est pas si grave. Et je pense que Robin Williams atteint ce niveau-là à la fois de drôlerie et d'humanité, qui pour moi en fait le plus grand comique américain, en tout cas de ces en tout cas depuis toujours. Alors, Perrine, j'ai compris que Robin Williams, c'est très important pour toi. Oui, non, on n'a pas compris. Ouais. Et pour toi, quels seraient les... Je vais pas t'imposer un, mais genre les 3 Robin Williams séminales, genre les films que tu penses qui sont indispensables pour mieux connaître Robin Williams, qui maintenant, Robin Williams, techniquement, est vintage. Il appartient à... le plus gros de sa filmographie c'était le millénaire précédent. Donc, il y a peut-être des gens qui auraient des choses à voir. Qu'est-ce que tu suggérerais comme une bonne porte d'entrée pour l'univers de Robin Williams ? Je pense peut-être Good Morning Vietnam pour avoir accès à son comique presque Tex Avery. C'est son premier gros son premier gros rôle, vraiment en termes de rôle principal, c'est vraiment son premier gros rôle. Extraordinaire. Après, je dirais Mrs. Doubtfire pour l'étendue du rôle, l'éventail total de la capacité comique de Robin Williams. Et après, peut-être d'une certaine façon Aladdin, parce que on s'aperçoit que c'est pas seulement un comique de visage, c'est pas seulement un comique du geste, c'est aussi un comique de la voix. Purement. Et Aladdin, quand il double le génie, et pour moi c'est assez extraordinaire, parce que il me transperce, un grand mot. Il me fait voyager, il m'amène dans d'autres sphères comiques, et il a une capacité d'ouverture qui, je trouve, est essentielle à beaucoup de comédies, en tout cas. Et toi, Max, est-ce que tu es sensible à Robin Williams ? Et si oui, quels seraient les films qui t'ont marqué ? À part Madame Doubtfire, que je comprends que Madame Doubtfire soit mentionnée facilement, parce que c'est le film le plus rediffusé à la télé, j'ai l'impression. Mais c'est hyper drôle, c'est drôle. C'est sympa, c'est vraiment drôle. C'est sur un sujet tragique. C'est toujours ça, c'est que lui, il a compris que la comédie, c'était de la tragédie plus du temps. Et c'est exactement ce qui est l'essence de la comédie. Et pour moi, c'est ce que transmet Robin Williams. Lui-même étant une personne tragique, il a compris qu'il ne pouvait que rigoler de lui-même et être capable de transposer ça, de transcender ça et de le donner aux gens. Et je trouve que pour moi, c'est un acte de générosité ultime que finalement je retrouve chez assez peu de comiques qui sont finalement un peu autocentrés. Comme ça, tu as laissé le temps à Max de réfléchir à sa question. Ouais, j'avoue que la réponse va pas forcément vous plaire, mais Hook. le problème, c'est que c'est le premier Ah. film dans lequel il joue dont je me souvienne vraiment, en fait. Pour moi, Robin Williams, c'est vraiment le visage, c'est ce Peter Pan dans Hook, et c'est pas forcément son film le plus glorieux, mais c'est le premier dont je me souviens. Après, moi, c'est pas forcément, je veux pas briser le groove dans lequel, Perrine, tu t'es lancé, mais c'est pas forcément un acteur qui me parle énormément. Je le trouve absolument génial dans le Insomnia de Christopher Nolan, mais c'est pas un acteur dont j'ai beaucoup de souvenirs marquants, en fait. Je suis désolé. C'est le moment de s'en faire. Non, mais Hook, c'est vraiment le meilleur exemple du monde. C'est-à-dire que Hook, pour moi, c'est l'essence de ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un personnage tragique, triste, terrible, ce qui est en fait finalement peut-être Robin Williams au quotidien. Et d'un seul coup, qui te dit, on peut relier avec l'enfance et les possibilités et les capacités et la capacité d'humour en fait qui vient de l'enfance.
et cette capacité d'émerveillement en fait. Et moi, c'est ça que j'aime chez Robin Williams, c'est la capacité d'émerveillement. Tout est prodigieux à travers les yeux de Robin Williams. Dans Mrs. Doubtfire, quand il est en train de jouer avec des dinosaures et qu'il fait les voix des dinosaures, mais moi je trouve ça extraordinaire. Je veux voir ce programme. C'est absolument parfait. Et c'est vrai que dans le côté un peu cartoonesque, je comprends complètement parce que même si c'est pas un acteur qui me transporte plus que ça, j'ai vu quand même pas mal de ses films. C'est pas, enfin, à la limite, je préfère encore choisir un Jim Carrey dont tu as évoqué aussi les similarités dans le jeu, dans l'approche, ce côté très extravagant, très extraverti, très Jim exagéré. Carrey, c'est un autre type d'acteur. Jim Carrey, moi, alors c'est marrant parce que quand je t'écoute parler, Perrine, de Robin Williams. Tu évoques quand même le côté très sombre, la face obscure personnelle de l'acteur, la face cachée finalement qu'on voyait pas forcément transparaître toujours dans ses films. Et la face cachée de Jim Carrey, elle est peut-être finalement un petit peu moins cachée que celle de Robin Williams. Ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est ouvertement dépressif et qui ne s'en cache pas, qui le montre. Et je trouve qu'il y a quelque chose chez Jim Carrey d'absolument plus que touchant en fait, c'est-à-dire que quand il est dans Kidding par exemple, la série de Michel Gondry dans laquelle il a le rôle principal, il utilise justement cette dépression, ce côté très personnel pour le laisser exploser à l'écran. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Au-delà de ça, il a voilà, c'est vrai qu'il est très ouvert en fait sur ces questions-là. Oui, mais après je pense qu'ils n'ont pas le même âge non plus, c'est-à-dire que pour le coup Robin Williams était plus vieux que Jim Carrey. C'est vrai. Et mais ils ont tous les deux ce côté élastique, tu vois ce que je veux dire. Non, exactement, ils ont tous les deux un côté absolument élastique, mais élastique du visage, élastique du corps, c'est-à-dire vraiment cette idée du clown absolu. Et ce débit de parole hallucinant aussi mais dont qui est tu incroyable. parles. La notion du rythme bien sûr. est absolument démentielle chez l'un et chez l'autre. Mais ce que je pense, ce qui est une différence de génération entre Robin Williams et Jim Carrey, même si pour moi c'est la base, la même base de comique, qui est le tragique chez l'un et chez l'autre. Ouais. C'est la même base de comique. Je pense qu'après, il y a une différence de génération qui fait que peut-être que Robin Williams avait plus de pudeur, d'une certaine façon, qu'un Jim Carrey. C'est ni un reproche, ni un compliment. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est une vraie observation. Je pense qu'il a moins de pudeur. C'est une façon différente de faire passer le même message finalement. Ah oui. Mais c'est que Jim Carrey, c'est quelqu'un qui sort d'un foyer, il a une histoire personnel assez compliqué, une enfance, voilà, il sort d'une famille très pauvre, etc. Et il a vite compris en fait que le rire allait devenir son métier, et il a utilisé le rire justement pour générer plein d'ondes positives autour de lui. Et là où peut-être que Robin Williams savait utiliser aussi ses émotions de façon plus nuancée, ce que ne faisait pas du tout Jim Carrey au début de sa carrière. Jim Carrey au début de sa carrière, moi, il m'horripile absolument, en tout cas au cinéma. Il peut être agaçant, ouais. Je le trouve vraiment, vraiment brillant quand il est sur scène, quand il fait ses premiers one-man shows. Mais après sa carrière au cinéma, moi, elle me parle pas du tout. The Mask, c'est moi j'adore The Mask. Voilà. J'étais complètement hermétique à The Mask quand il est sorti. Je l'ai revu plusieurs fois ensuite et ça m'a jamais parlé plus que ça. Alors que le Jim Carrey, à partir de Truman Show, il est littéralement, pour moi, au sommet de son art. Il est au sommet de ce qu'il est possible de faire au cinéma en termes de comique. C'est magnifique. Et plus ça va, et plus il laisse transparaître aussi ses émotions, ce côté-là. C'est peut-être une nuance que Robin Williams avait beaucoup mieux maîtrisée, en tout cas beaucoup plus tôt dans sa carrière. Pour moi, Robin Williams le faisait déjà. Quand tu vois, il fait même un film comme Flubber, qui est quand même pas un film essentiel à la filmographie de tout le monde. Alors c'est très regardable maintenant, parce que je l'ai revu il y a très peu de temps, grâce à Disney+. Je l'ai revu il y a peu de temps. Mais en fait, non, c'est très regardable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, je trouve que quelqu'un comme Robin Williams laisse toujours paraître les failles, et c'est pour ça qu'il est d'autant plus drôle. C'est parce qu'il est capable de failles, en fait. C'est quelqu'un qui te dit, je ne suis pas parfait, j'ai mes moments sombres, et c'est pour ça que finalement on peut rire de moi, on peut rire avec moi, et je reste un être humain. Je ne suis pas au-dessus de toi. C'est presque ce que je reprocherais à des comiques contemporains. Il y a un côté un petit peu de sur-soi, l'idée que on est plus drôle que les autres. Et je trouve que des gens comme Jim Carrey ou comme Robin Williams nous laissent montrer que finalement,
c'est pas tant qu'ils sont mieux que nous, c'est juste qu'ils savent peut-être un petit peu mieux sublimer le désespoir que chacun a en lui. Et je trouve que c'est pour moi, c'est l'humour qui me fait le plus, à la fois qui me fait plus rire et qui me touche le plus. Et moi, j'aime quand on vient m'émouvoir. Et je trouve que ces personnages-là m'émeuvent. C'est un peu enfoncer une porte ouverte pour moi de parler de Jim Carrey. Voilà, je crois que son talent est universellement reconnu. Après, on peut aimer ou ne pas apprécier l'acteur. Et ton talent d'enfonceur de porte. Mon talent d'enfonceur de porte. Mais je recommande en particulier une vidéo qui doit dater de, je pense, qui doit avoir entre 3 et 5 ans, un truc comme ça. C'est pas quelque chose de très très vieux, qui est très facile à trouver sur Internet. Une vidéo, une sorte d'interview, portrait de Jim Carrey dans lequel il présente son travail de peintre. C'est quelqu'un qui adore la peinture, qui adore l'art, et pendant je crois une 10-15 de minutes, il explique que la peinture l'a aidé à sortir d'un état de dépression dans lequel il était enfermé depuis très longtemps et qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il comprenait pas pourquoi, en étant plein de succès, plein d'argent, il était tout le temps malheureux. Il comprenait pas l'origine et il n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi il était malheureux. Et donc la peinture lui a permis littéralement d'extérioriser, d'exorciser cette tristesse. Cette vidéo est, je trouve, vraiment sublime, c'est de la poésie pure et c'est totalement pas ce qu'on peut attendre de Jim Carrey, et je la recommande très 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 chaudement. Et moi je voudrais parler, puisque c'est les cartes blanches, pourquoi je m'accorderais pas une carte blanche à la dernière saison de Curb Your Enthusiasm qui est actuellement disponible. Et je suis absolument fan de Larry David. J'adore à peu près tout ce qu'il fait. Enfin, vraiment, il y a un truc en lui qui exprime le rire. Alors c'est vrai que quand il a fait Seinfeld, il n'était pas devant, c'était pas lui la tête de proue, quoi, bien sûr. Mais ensuite, quand il a fait Curb Your Enthusiasm, il a réussi à toucher un truc de justesse sur son propre humour, c'est-à-dire comment faire rire en étant moi-même. Et c'est une série qui est basée sur le fait que c'est un mec qui a écrit un jour une série à succès et qui maintenant vit à Los Angeles et essaye de développer des projets, ce qui est littéralement sa vie. Et il y a une part d'autobiographie et puis évidemment une part d'exagération dans tout ce qu'il raconte. Et c'est un peu pour moi l'héritier de ce qu'on peut appeler l'humour juif. C'est pour moi l'héritier de Mel Brooks et même d'une certaine manière de Zaz. Puisque Zaz, pour définir leur humour en général. Alors Zaz, pas la chanteuse, hein. Non, Zachar, après, t'es con. Mais pour définir leur humour, ils disaient quand ils tendent un paquet de clopes et ils disent et le mec il fait cigarette et il fait oui, moi je sais ce que c'est. Et c'est ça l'humour absurde de Zaz. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans Larry David, même un peu de post Woody Allen, même si ça fait pas bien de dire ça, mais il y a clairement un truc d'ironie. Il y a un truc très Woody Allenien, oui, bien sûr. Il y a un truc complètement. Et d'ailleurs, le jour quand il le fait jouer dans Whatever Works, c'est clairement il s'identifie à Larry David. Hein. Et il le joue en plus. Et je crois qu'il s'est donné la peine de le jouer. Curb Your Enthusiasm, c'est quand même les péripéties d'un vieux mec horrible, parce qu'il est horrible, il est naturel, et c'est ça qui est le plus dur. Il est au plus naturel de nous-mêmes, il est grincheux, et surtout, il n'a pas de filtre, il dit exactement ce qu'il pense, sans jamais, parce que si c'est la vérité, c'est normal de le dire. Et s'il y a un enfant moche, il va dire il est moche ton enfant, quoi. C'est un sale personnage. Et alors, même si la saison 10 n'est pas la meilleure, il y a des saisons qui sont absolument géniales dans Curb Your Enthusiasm. Il y a avec à chaque fois une thématique. Et il y a, par exemple, une thématique de racisme. Dans celui-là, c'est un peu un melting pot d'à peu près tout. Sauf que il se moque un peu du café à la Starbucks, qui est quand même un peu une institution sur la côte ouest des États-Unis. Et il se moque de ça et il fait son propre Starbucks indépendant, mais avec toutes les idées farfelues de Larry David, par exemple. Il ne met pas de chiottes parce qu'il dit non, ici on fait pas caca, on fait juste la petite commission mais pas la grande.
Et c'est fou, en fait. Chaque épisode mérite d'être disséqué parce que c'est un peu comme, c'est un Breaking Bad de l'humour, en fait. C'est-à-dire que tu sais, dès le début, dès la première scène, tu peux te dire, ça va mal finir. C'est un épisode des Simpsons, c'est-à-dire, ça part d'un endroit, ça part d'un moment, et tu sais qu'à la fin, ça va être n'importe quoi. Ça aura aucun rapport avec la fin, et lui sera mal. Alors, J'adore Curb Your Enthusiasm. Ouais, j'allais dire, c'est rigolo parce que je suis un immense fan de Seinfeld, vraiment. Alors Seinfeld, Jerry Seinfeld, le comédien, mais Seinfeld, la série, évidemment. Je suis vraiment un immense fan. Et quand Curb est arrivé, il y a quelques années, moi, je suis complètement passé à côté. J'avais pas du tout suivi cette actualité. Et puis, quelqu'un m'en a parlé, en l'occurrence toi, Daniel. Ah ouais? Et oui, c'est toi qui m'en as parlé en me disant, oh là là, mais Curb, c'est super, machin, Larry David, t'es fan de Seinfeld, tu devrais kiffer. Et j'ai essayé de regarder le premier épisode, le deuxième de la première saison, donc il y a 10 saisons quand même. J'ai regardé les premiers épisodes et je me disais, mais non, il y a un truc qui fonctionne pas, je sais pas, ça m'amuse pas plus que ça, j'ai pas envie, voilà. Et je me rappelle qu'en allant squatter chez toi une après-midi, tu m'as dit, vas-y, on s'en mate quelques-uns. On a regardé 2 épisodes ensemble. J'étais mort de rire du début à la fin. Et je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic ce jour-là. Et je suis rentré chez moi. Et donc, il y avait déjà 8 saisons qui étaient sorties. Et j'en ai maté 8 d'affilée en l'espace de quelques semaines. Ça m'a vraiment fait mourir de rire. Et aujourd'hui, je suis, j'avoue, hyper fan de Curb, à tel point qu'à mon avis, ça dépasse Seinfeld en termes de puissance et de génie comique. Et je ne suis pas du tout d'accord avec toi pour dire que la saison 10 est pas forcément la meilleure. C'est, à mon avis, une des meilleures qu'il ait écrites, parce que justement, elle arrive à jongler aussi avec des sujets qui sont hyper compliqués, des sujets d'actualité. Parce que Larry David qui fait MeToo, tu sais que ça va être une catastrophe. Tu sais forcément que ça va être une catastrophe. C'est hyper gênant, en fait. C'est-à-dire qu'il arrive, à mon avis, il est au sommet de son art, justement, dans cette saison 10, qui, certes, représente une sorte de best-of des 9 saisons précédentes, mais surtout, il arrive à jongler définitivement avec cette limite hyper compliquée entre les moments de pure gêne, les moments presque trop violent et pour devenir comique, et justement ces explosions qui fonctionnent chez lui, et c'est vraiment c'est une recette qui est très compliquée, très complexe, et je trouve qu'il a réussi vraiment dans cette saison 10 à la pousser au maximum de ses retranchements. Je vois pas vraiment comment il peut aller encore plus loin que ce qu'il a fait dans cette saison 10. Et pourtant, il va en faire une 11e. Bien sûr. J'espère. En espérant qu'il reste bien calfeutré chez lui, parce que il commence à avoir un certain âge. Oui. Et il y a un truc qui est génial, c'est qu'il a fait un skit, une petite vidéo pour dire aux gens de rester chez eux. Oui. Et qui dit, mais regardez ma série, vous savez ce que je fais, vous connaissez mon show. À chaque fois qu'on sort de chez soi, il y a rien de bon qui arrive. Alors restez chez vous, il y a la télé, genre il a un tel lâcher prise de c'est la vie, voilà, et on peut rien faire d'autre, c'est génial. Alors il y a quelque chose, en plus tu insistes sur le fait que il y a toujours cette limite bizarre entre est-ce que c'est Larry David ou est-ce que c'est l'acteur qui est en train de jouer son propre rôle mais de façon déformée. Il en joue énormément dans la série, mais il en joue aussi dans les interviews. Et moi j'ai un côté très obsessionnel quand j'aime quelqu'un, quel que soit le je le sais. Mais non, mais quel que soit le domaine, hein, ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, peu importe. Quand j'aime quelqu'un, en fait, j'aime creuser absolument tout ce qu'il y a autour de cette personne. Et en l'occurrence, Larry David, je pense que j'ai dû mater au moins une fois, voire 10, chaque interview de lui qui est disponible sur Internet. Je suis hyper fan du personnage en interview, parce qu'il continue de garder ce personnage et cette ambiguïté, il continue de la cultiver. Il est largement aussi drôle, en fait, en interview que dans sa série. Et c'est hyper rare, en fait, les gars qui sont capables d'aller jusqu'au bout, comme ça, dans une démarche. Donc voilà, vous avez la saison 10, mais toutes les autres saisons sont disponibles sur OCS. Oui. Et en plus, t'as préféré, Daniel? Moi, c'est celle sur le racisme, quand même. Je crois que c'est la 5e ou c'est la 4e, je sais plus. Alors, moi, j'avoue que celle sur la comédie musicale, j'ai un fan, parce que tu sais que avec David Schwimmer en Western. C'est ça. J'aime chanter, j'aime la musique, et forcément, l'épisode sur la comédie musicale qui est quand même drivé par... Et Mel Brooks en guest, en voilà, plus. c'est ça. C'est un peu génial d'avoir d'inviter son mentor. Donc moi 4-5, je pense que c'est vraiment le cœur du produit, mais après je pense que la 10e, ce qui est génial, c'est que
un ending à la Shyamalan, quoi. C'est-à-dire que toutes les pièces ont été posées durant cette saison pour un final évidemment qui est catastrophique. Je suis moins fan de Larry David quand il a un rapport au pognon, et c'est un mec immensément riche puisque il a produit 2 des séries les plus populaires de ces dernières années. Donc à chaque fois qu'il rentre en ce qu'on appelle en syndication, c'est-à-dire qu'elles sont multi-rediffusées sur les différentes chaînes aux États-Unis, il touche de l'argent, mais de folie évidemment, puisqu'en plus il est producteur de ces shows. Donc il est immensément riche, donc parfois ça s'en ressent dans son humour. Et dans la 10e saison, par exemple, il y a une fille, elle se pète sa voiture et dit je te rachète une voiture. Et j'ai un tout petit peu de mal quand c'est trop des problèmes. Je préfère quand c'est des histoires de un mec me demande de garder son ordinateur portable dans le Starbucks et il se retrouve pendant 1 heure à essayer de garder son ordinateur portable. Évidemment, il y a une merde qui arrive. Voilà, j'aime bien le truc très concret de je vais aux toilettes pour handicapés au moment où il y a un handicapé qui essaye de rentrer dedans. J'aime bien ces moments de malaise, de pur malaise de Larry David. Et cette saison m'a mis en joie. Ça me donne envie de revoir les autres saisons. Et en plus, si tu sais, il y a un documentaire qui est sur Netflix où Larry David joue, puisque c'est en fait une histoire absolument incroyable sur un mec qui a été accusé d'avoir tué sa femme. Et la seule chose qui pouvait l'innocenter, c'était il avait dit moi j'étais au baseball à ce moment-là, j'étais à un match de baseball. Et le truc incroyable, c'est que il était au match de baseball au moment où Larry David tournait un épisode de la saison 7. et du coup, ils trouvaient aucune des caméras de surveillance. Et là, ils regardent l'épisode l'épisode de Curb Your Enthusiasm et ils se voient. Et il fait, oh putain. Et Larry David, qui témoigne dans le documentaire, il dit ouais, tu vois, genre pour lui. Sure, tu vois, c'est vraiment super si vous avez l'occasion. C'est un documentaire qui se trouve sur Netflix. C'est très très court, hein. C'est un truc d'une demi-heure. Mais voilà, si le cœur vous en dit. On a fait toute cette émission sans même que je parle de Borat. Écoute, on va se garder ça pour une prochaine fois. Ah, moi je suis chaud. Si t'es reparti pour une demi-heure, je te suis. Hein. On a plein de trucs à dire. Écoutez, on se garde encore des possible carte blanche. Le truc, c'est que la semaine prochaine, on va revenir avec un cadre de la comédie, des comédies françaises, de la comédie, ça fait des comédies françaises, quelqu'un qui a désormais son rond de serviette dans les différents palmarès et dans différents tops de fin d'année. Et je sais pas ce qu'il en sera de cette année, puisque je sais pas s'il va sortir un film, mais il est très productif. On verra bien. En tout cas, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode plus classique dans les épisodes des Confinos de MDR. Confinex, pardon. Excusez-moi, je suis désolé. C'est le fait de pas être sorti aujourd'hui qui me fait faire ça. C'était notre épisode de We Love MDR. Je remercie Solène et Quentin à la technique. En fait, je les remercie tous les deux parce que je sais pas qui monte, en fait, cet épisode. Et je lui dis bon courage à chaque fois. Donc, merci à vous deux. Et je suis sûr que ils peuvent partager le merci si jamais ils m'en voudront pas. J'espère, hein. Sinon, il y en a un qui me met sur son Death Note. Ah, c'est moi qui monte. Et pour nous retrouver, c'était We Love MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Et comme la dernière fois, je l'ai dit, en parler autour de vous, c'est très relatif. Mais si vous voulez un bon moment pour en parler autour de vous, j'ai remarqué qu'à 20h, il y a les gens qui sortent sur leur terrasse pour applaudir. Allez en parler à ce moment-là précis. Dites We Love MDR, c'est trop bien. Voilà. Et faites partager ça sur les réseaux sociaux pour faire un truc. Je sais pas à quel point les gens vont comprendre que c'est une plaisanterie. C'est pas la peine de le faire. De manière, peut-être que vous avez pas de vis-à-vis en plus, on sait même pas. Donc ça servira à rien d'alerter passer pour un fou devant vos voisins. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci Perrine, merci Max. Plaisir. Et on se dit à la prochaine. J'espère que vous êtes contents d'avoir parlé de vos marottes quand même. Hein. Oh là là, oui. Ravi d'avoir parlé de vos c'est parfait. Donc on vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.